Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio 106.1 FM. It's a tragic day for our nation. And I want to be very clear that this is a political assassination. Un assassinat politique, nous dit le gouverneur de l'État du Utah, Cox. Bonsoir à tous et bienvenue à 24/60. La violence politique secoue à nouveau les États-Unis. L'influenceur conservateur de 31 ans, Charlie Kirk, un très proche de Donald Trump, a été tué par balle lors d'un événement à l'Université d'Utah Valley. Un seul coup de feu a été tiré. Le FBI vient d'annoncer qu'une personne d'intérêt a été arrêtée. On n'en sait pas plus pour le moment. Charlie Kirk était devenu une figure majeure de la droite américaine. Très jeune d'ailleurs, il a commencé, il avait à peine 16-17 ans. Il s'est fait connaître dans les milieux conservateurs en organisant des événements sur les campus universitaires pour mobiliser la jeunesse américaine, les amener à adhérer à leurs pensées puis à aller voter, bien sûr. Et c'est dans ce contexte qu'il a été abattu aujourd'hui. Charlie Kirk répondait à une question sur les tueries de masse lorsqu'il a été pris pour cible. Voici un court extrait avant le coup de feu mis en garde. You know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. C'est dur, c'est choquant. L'Amérique est bouleversée. Et Donald Trump a rendu hommage à son allié, son ami même, sur son réseau social. Je cite, « Le grand, voire légendaire Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait mieux ni n'avait plus à cœur la jeunesse aux États-Unis d'Amérique. Il était aimé et admiré par tous, en particulier par moi. Et aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. » Le président Trump qui a ordonné que tous les drapeaux soient en berne aux États-Unis jusqu'à dimanche. Mes invités, Azeb Oldegorgis, Piotr Mollard, Pascal Harrison-Julien. Et bonsoir à vous trois. Mais je commence avec vous, Pascal, puisque vous êtes beaucoup intéressé à cette jeunesse et à l'influence de Charlie Kirk, alors que vous étiez de l'équipe de RAD à Radio-Canada et vous êtes allé à Penn State l'année dernière. Et racontez-nous qu'est-ce que vous avez observé et l'importance de ce personnage pour cette jeunesse. Bien, avant de partir sur le terrain, parce que c'était un angle qu'on voulait traiter, comment ça va se passer les élections américaines auprès des jeunes Américains. Charlie Kirk avait adopté cette position qui était plutôt audacieuse. Ce qu'il disait, il en était convaincu, c'est que les campus américains, leur ADN était d'avance gagné à des causes de gauche, à des jeunes woke. Il voulait renverser la vapeur, il allait à la rencontre de ces jeunes-là. Il avait réfléchi à un concept qui était hyper payant sur les médias sociaux, particulièrement sur TikTok. Il plantait un micro, s'adressait à une foule, les jeunes pouvaient s'avancer, poser des questions, débattre avec lui. C'était quand même un orateur qui savait gagner ses débats. Son équipe, parce qu'il avait une énorme équipe derrière lui, très rapidement découpait des extraits, les mettait sur TikTok. C'était vu par des millions et des millions de personnes, ceux qui le détestaient, ceux qui l'adoraient. Et il avait fait le pari
pour ces élections-là, d'aller inscrire notamment les jeunes sur les campus, parce qu'il y a toujours eu cette problématique-là historique. On habite dans un État en particulier, on déménage pour étudier, on fait pas son changement d'adresse, on ne vote pas. Donc, aussitôt qu'il avait fini de parler, son équipe passait les papiers pour inscrire les jeunes, pour qu'ils puissent voter. Mais c'est sûr que lui, il disait pas « allez juste voter », il faut voter absolument pour Donald Trump, votre avenir en dépend. Il mettait beaucoup de l'avant à l'époque l'accès à la propriété, l'inflation, des thèmes qui finalement ont beaucoup plus parlé aux jeunes parce que c'était un pari risqué. Les jeunes hommes particulièrement ne votent pas beaucoup aux États-Unis et cette fois-ci, ils étaient là, ils ont voté pour Donald Trump. D'ailleurs, il a fondé il y a déjà une dizaine d'années, le Turning Point, oui. Point tournant en français, une organisation qui a réussi à gagner, c'est le cas de dire, beaucoup de points, beaucoup d'argent pour lui permettre de faire ses tournées à travers le pays, à focaliser sur cette jeunesse et les campus. Charlie Kirk ne venait pas d'un État rouge, comme on les appelle. Il venait pas d'un État, il venait de l'Illinois, il venait de la banlieue cossue de Chicago et dès l'adolescence, dès son passage dans une école secondaire, cette idée-là de renverser la vapeur sur les campus lui est venue. Il a fondé Turning Point, vous l'avez dit. Il s'est fait connaître. Dès 2016, il a été invité à parler devant la convention républicaine et de plus en plus, sa petite organisation qui gagnait quelques milliers de dollars par année, en 2023, les chiffres les plus récents, révélant en fait que le Turning Point avait à peu près seulement avec des dons réussi à amasser plus de 100 millions de dollars américains. Il avait la cote non seulement auprès de gens qui avaient les poches très profonde, mais aussi des jeunes, et pas seulement des jeunes très conservateurs, très religieux. Il allait chercher plus largement, parce que quand j'étais allée à Penn State, ça m'avait beaucoup étonnée. C'était pas jeune. Allons-y par le cliché. C'était pas seulement des jeunes hommes blancs qui venaient assister. Il y avait une très grande diversité. Il y avait beaucoup de femmes aussi qui aimaient ce qu'elles entendaient. C'était pas seulement justement les hommes blancs qui allaient l'écouter comme ça. Pourtant, son message n'était-il pas d'abord d'un fondement religieux, mais il disait aux femmes, aux gens, mariez-vous, ayez des enfants et priez, là. Moi, je vous dirais que c'était vraiment ce qui perçait le plus dans son discours dans les derniers mois. On le sait, aux dernières élections américaines, les jeunes hommes ont voté pour Donald Trump, mais les jeunes femmes ont voté énormément pour le Parti démocrate. Il y a un énorme fossé entre les deux, donc il mettait de plus en plus de l'avant sa femme, et il a 2 jeunes enfants, Charlie Kirk. Il la mettait beaucoup de l'avant, parlait beaucoup d'études qui révélaient que les femmes qui n'étaient pas croyantes, pas mariées, sans enfants, étaient plus malheureuses, celles qui poursuivaient une carrière avant tout. Et même lorsque Taylor Swift a annoncé qu'elle se fiançait, qu'elle allait se marier, il l'a invitée à la caméra à se soumettre à son mari. On parle quand même de Taylor Swift. Donc, c'était vraiment un message qui percolait de plus en plus dans ses vidéos, inviter les femmes à embrasser un rôle plus traditionnel. Et c'est très jeune, à 16, 17 ou 18 ans, qu'il a commencé à s'intéresser à la politique, à être très présent. Il a séduit notamment l'entourage de Donald Trump, mais d'abord et avant tout Donald Jr. Et c'est lui qui l'a mis en lien avec le paternel. On les voyait souvent, même que Donald Jr. parfois débarquait avec lui sur les campus américains pendant la campagne électorale. Il y a quelques mois, on l'a vu, Charlie Kirk, prendre l'avion avec Donald Jr., aller au Groenland. Lorsqu'on parlait d'annexion du territoire du Groenland, il était là avec lui. Il était vraiment à coquiner avec les plus grandes figures du Parti républicain. On dit même qu'on le consultait, ou plutôt qu'il avait une certaine ascendance sur certaines nominations. Puis vous l'avez vu, Donald Trump, c'est une des premières personnes qui a confirmé sa mort. C'est même lui qui l'a annoncé. Oui, c'est ça. C'est lui qui lui a rendu hommage le plus rapidement. Bon, très bien. Dans votre esprit, l'impact que tout ça va avoir, que cet assassinat... déjà, l'impact de Charlie Kirk est intéressant, puis c'est pas seulement le Parti républicain qui s'est transformé. C'est-à-dire, il y a 1 an, il n'y avait pas de vis-à-vis à Charlie Kirk du côté démocrate. Et depuis, on a vu des jeunes démocrates très à gauche émerger, prendre leur place. Ils affrontaient Charlie Kirk comme tel. Moi, la question que je me pose, c'est des personnages aussi connus qui sont assassinés aux États-Unis, c'est souvent des élus. Là, on parle d'une vedette de TikTok. C'est nouveau, c'est intéressant, ça devrait être analysé. C'était aussi, surtout, quelqu'un qui était probablement promis à un avenir très brillant en politique. Très bien. Merci beaucoup, Pascale Rayson-Julien. Merci beaucoup. Alter Radio. I saw Charlie Kirk get shot. He collapsed in his seat. He fell over to the side. He was carried off. He had blood on his arms. He had blood on his shirt. He was dragged off and carried out of the venue. There was a gunshot that rang out. You okay? No, I'm not okay. Un témoin évidemment bouleversé de la scène. Nous, on vous a
présenter un court extrait, pas question de présenter l'extrait au complet. Azeb et Pierre Smollard, bonsoir. Un choc, Azeb, aux États-Unis. Toute la classe politique est choquée, bouleversée, dénonce cet assassinat politique, pour des motifs politiques. Oui, tout à fait. Indépendamment de ses idées politiques, c'est un jeune homme américain qui allait avoir 32 ans dans 2 semaines, père de famille, qui avait des idées à droite, comme le disait Pascal Harrison-Jolivet, mais vraiment des deux camps, autant du démocrate que des républicains. Cet assassinat est dénoncé, ça a été dénoncé par le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui avait invité Charlie Kirk pour son premier podcast, justement pour débattre des idées. Barack Obama également a complètement dénoncé, condamné cette violence. On a dit que finalement, c'est pas avec des armes qu'il faut se battre quand on s'entend pas, mais avec des mots. Là, je me trouve ici à Arlington Heights. C'est ici qu'il est né, Charlie Kirk. Il est originaire d'ici. C'est une banlieue cossue, comme le disait Pascal Harrison-Jolivet. Et c'est vraiment en 2012, à l'âge de 18 ans, qu'il a commencé Turning Point. Il n'était pas d'accord avec le mouvement des démocrates, avec Barack Obama. Il était vraiment complètement à l'envers des idées des jeunes de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a parti son mouvement. Il a été soutenu par le Tea Party, qui l'a financé. Et petit à petit, il a vraiment réussi à en faire un mouvement assez incroyable. Ce sont des milliers et des milliers de jeunes qui l'ont joint, un mouvement extrêmement populaire dans la droite conservatrice. Et il a un peu rendu tout ce qui était traditionnel, conservateur. Il a rendu ça cool. Il a dit que c'était possible d'être très cool et d'être une mère de famille qui veut rester à la maison, qui ne veut pas nécessairement travailler. Pour l'avortement, pour lui, c'est vraiment le fœtus, c'est à la conception, imaginez-vous. Donc il était vraiment pro-vie. Donc il avait vraiment des idées assez de droite. L'influence ou l'importance politique de ce personnage, Piotr? Écoutez, pour le résumé d'une phrase lapidaire en cette journée très triste, il a rendu cool le fait d'être réactionnaire. C'est-à-dire qu'il a défendu des idées qui étaient effectivement, comme le disait Azeb, très à droite, très conservatrices, qu'on pourrait résumer par une espèce de triptyque Dieu, famille traditionnelle et patriotisme. Il a défendu ses idées avec beaucoup de talent, et la difficulté qu'on a d'ailleurs à le définir, on emploie communément cet après-midi le mot influenceur, mais en fait c'est un mot qui en quelque sorte est réducteur. Des influenceurs MAGA, il y en a pas mal, et qui sont essentiellement en ligne. Or, la particularité de Charlie Kirk, c'est faire. Et ce qu'il a réussi à faire avec Turning Point USA est un véritable prodige et qui suscite énormément d'envie et de jalousie même du côté démocrate, parce qu'il a développé, c'est vrai, une organisation militante, ultra motivée, passionnée, et avec des gens présents c'est en tout cas ce que revendique l'organisation, sur 850 campus dans tout le pays. Donc c'est un réseau extraordinaire qui s'est mis en branle au profil de Donald Trump, et si Donald Trump a réussi à réduire l'écart à quelques points avec Kamala Harris, chez les jeunes, dans la tranche d'âge des électeurs les plus jeunes, c'est notamment, pas seulement, mais notamment grâce à Charlie Kirk. Parce qu'on parle de 800 000 membres dans son organisation. Azeb, on va écouter un extrait de Kirk qui défend le 2e amendement, c'est-à-dire le droit de porter des armes. Hein? Alors, le libre accès des armes, il y a des centaines de millions d'armes aux États-Unis. On l'écoute avec à l'esprit ce qui s'est passé aujourd'hui. On l'écoute. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. C'est un extrait qui est glaçant, qui est terrible, mais ça explique peut-être pourquoi la circulation des armes à feu aux États-Unis est si libre. Piotr, votre réaction à cet extrait, c'est le prix à payer des morts chaque année pour avoir ce 2e amendement. Il était habitué des formules comme ça, un peu à l'emporte-pièce, mais en réalité, l'attachement au second amendement, comme vous le savez, il dépasse largement juste Charlie Kirk et ses partisans. C'est un principe qui est absolument sanctifié par la droite américaine et qui n'en démord pas malgré les tueries de masse. C'est d'ailleurs terrible de voir que la dernière question qui a été posée cet après-midi à Charlie Kirk, avant qu'il ne soit atteint par la balle du tireur, c'était une question sur les tueries de masse, justement.
et sur les armes à feu. Donc, en cela, ce n'est pas vraiment étonnant. Je pense qu'il y a un autre point qui est assez intéressant à soulever. Je vous disais la difficulté à le définir, à le qualifier, Charlie Kirk, c'est qu'il est parfaitement 2025, dans le sens où il incarne la hiérarchie informelle parallèle qui existe dans le Trumpisme. C'est-à-dire que les institutions comptent moins que cet agrégat de personnes qui se connaissent extrêmement bien, qui sont à la fois dans le milieu militant, dans le milieu conservateur, dans le milieu politique, dans le milieu des médias, qui se fréquentent depuis des années, souvent qui se sont connus en Floride, et qui ont des intérêts croisés. Charlie Kirk, c'était une de ces personnes qui avait un accès direct au président américain, qui pouvait l'appeler sur son portable, qui connaissait parfaitement son fils, puisqu'il avait été presque l'assistant de Don Jr. À une époque. Et donc, c'est cette familiarité aussi qui explique son énorme influence. Oui, assistant de Donald Trump Jr., la première fois, en fait, c'est par ce biais-là qu'il est arrivé dans l'entourage à Zeb. Le président Trump, on le soulignait tout à l'heure, évidemment, a déploré la perte d'une légende, ce Charlie Kirk, son influence. En fait, Donald Trump, Zeb, avoue même, à certains moments, que c'est grâce à lui s'il a été élu, n'est-ce pas? Oui, voilà. Il disait que c'était grâce à Charlie Kirk qu'il avait eu toute cette popularité chez les jeunes, sur TikTok notamment, où on montrait des images de Donald Trump cool, si vous voulez, où il y a eu quand même 12 millions d'abonnés. Donc, il lui rendait un peu hommage. Moi, je me souviens, on s'était rendu en Géorgie, où il y avait justement le Turning Point qui était là. Il y avait plus de 20 000 jeunes qui s'étaient présentés, et même qu'il fallait qu'ils repoussent des gens en disant qu'il n'y avait plus de place pour l'écouter. Et ce qui faisait peut-être sa particularité à Charlie Kirk, c'est quand il se rendait là dans ces campus universitaires comme celui de Utah, c'est qu'en fait, il demandait aux gens qui n'étaient pas d'accord avec lui de débattre avec lui. Et là, il essayait d'arriver avec arguments à l'appui, de vraiment montrer que voilà, ce que lui concevait qui était beaucoup mieux pour les États-Unis, c'était mieux. Donc, il voulait vraiment un débat ouvert. Là, c'était son premier endroit au Utah. C'était une tournée où il allait aller dans 15 universités. Et voilà, il a succombé à ses blessures. Et aussi, il faut rappeler, Anne-Marie, que le Utah, le permis d'armes, on n'a pas besoin d'avoir un permis pour porter une arme. Il faut juste la dissimuler. Et imaginez-vous, vous pouvez aussi la porter dans les campus universitaires. C'est légal. Et également, aujourd'hui, le gouverneur de Utah a dit qu'on va trouver la personne qui a tué Charlie Kirk. Il a rappelé qu'il y a quand même la peine de mort là, au Utah. Donc, c'est sûr que pour les États-Unis aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est vraiment glaçant. Mais on sent quand même, comme le disait le gouverneur, que le pays est brisé, qu'il va vraiment falloir se parler, même si on n'est pas d'accord. Donc, on sent vraiment qu'il y a un examen de conscience qui est en train de se faire. Ouais. La plupart des réactions des deux camps, des deux côtés de la Chambre, pourrait-on dire, républicains et démocrates, de Barack Obama à Mike Johnson, tout le monde tient le même discours de dénonciation. Il y a une seule voix discordante que j'ai vue passer très rapidement. C'est Elon Musk, Piazzolla, qui dit que la gauche, c'est le parti du meurtre, des meurtriers. Donc, ça va être difficile de rallier les gens autour d'une réflexion sur la violence politique et le fait qu'on puisse prendre des mesures pour la limiter. J'aimerais tellement que Azeb ait raison et qu'il y ait un examen de conscience, comme elle disait, je n'y crois pas un seul instant. Et ce que je vois monter dans le monde MAGA, parce que je surveille très attentivement justement les réactions de ce monde-là, ce que je vois monter, c'est plutôt, comment dire, une hargne extrêmement forte, un désir de trouver des coupables, de les pointer du doigt et voire même pour certains extrémistes un désir de vengeance. Quand vous regardez par exemple ce qu'écrit Laura Loomer, c'est extrêmement clair. Il y a un désir d'en découdre avec la gauche, puisque pour eux c'est le nom de la menace qui pèse sur eux. Et donc je suis très très inquiet pour la suite et j'espère que que cet épisode demeurera isolé et qu'il n'y aura pas d'autres événements tragiques de cette nature. Est-ce prématuré de poser la question à Zeb et à Piotr, à savoir que comme les émeutiers du 6 janvier sont des héros aux yeux de Trump, qu'il y a ici une banalisation de la violence politique. Il y a eu des policiers qui sont morts à ce moment-là. Des gens condamnés à perpétuité ont été graciés. Ce sont vraiment des héros. Que la violence politique, lorsque d'un côté, elle est plus acceptable que de l'autre.
J'ose c'est ce que question. Le gouverneur ici de l'Illinois a dit. Il a dit qu'écoutez, que Donald Trump indirectement est responsable avec toute sa rhétorique. Et comme vous, il a rappelé les événements du 6 janvier. Il a dit on est dans un pays où finalement toutes ces personnes-là ont été graciées malgré tout ce qui s'est passé. Donc c'est lancé un mauvais message. Donc c'est peut-être le gouverneur ici qui d'ailleurs a été critiqué par les républicains. Il pointait un peu du doigt Donald Trump en disant que voilà, le ton monte, les gens s'en prennent aux armes. Et là, il y a Charlie Kirk, mais il y a quelques mois, il y avait 2 élus démocrates au Minnesota qui ont été carrément tués chez eux. Il y a eu quand même la tentative d'assassinat contre Donald Trump en juillet dernier. Donc, la tension monte. C'est vrai ce que Piotr dit, mais pour le moment, en tout cas, la majorité de la classe politique a dénoncé ce qui s'est passé aujourd'hui, a dénoncé l'assassinat, condamne la violence. Bon, maintenant, c'est sûr que les extrémistes vont toujours tenir des propos extrêmement extrémistes, évidemment. Mais on va voir, là, le périmètre de sécurité autour de la Maison-Blanche a été renforcé aujourd'hui, justement à cause de ça. Donc, c'est sûr que tout le monde est un peu sur le qui-vive. Ouais. Évidemment, Donald Trump a beaucoup parlé des ennemis de l'intérieur, Piotr, pendant sa campagne. Il s'est engagé, depuis qu'il est au pouvoir, dans une forme de vengeance, de rétribution, au nom de la loi et de l'ordre, de vouloir envoyer la garde nationale, notamment dans l'Illinois, notamment à Chicago. En quoi ce meurtre d'aujourd'hui pourrait accentuer, intensifier le discours de Trump ou les gestes de Trump à l'endroit de certaines personnes? C'est difficile à anticiper et il faut évidemment pas renverser la charge de la culpabilité. Le premier responsable de l'assassinat qui a été commis aujourd'hui, c'est celui qui a appuyé sur la gâchette. Et on ne connaît pas son identité, on ne connaît pas son profil, sa formation, ses origines, etc. Tout ça demandera d'abord à être établi. Ensuite, il est clair que dans le discours, Donald Trump et les Trumpistes ont passé leur temps pendant toute la campagne, ça fait déjà plusieurs années, à désigner des ennemis de l'intérieur, à stigmatiser des segments de population, à déshumaniser des adversaires. Contrairement d'ailleurs à Charlie Kirk, qui, comme vous le disiez, allait sur le terrain et débattait avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, alors qu'il avait lui-même des idées très radicales et très tranchées, mais au moins lui débattait. Or, ce qui se passe dans le monde MAGA, c'est la déshumanisation de ceux qui sont considérés non pas comme des rivaux, mais comme des ennemis, ce qui est très différent. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez inquiétant, et j'espère que cet événement tragique ne va pas conduire à une militarisation encore accentuée de la sécurité publique aux États-Unis. En attendant, un mot très bref, Azeb, vous êtes en Illinois, vous êtes à Chicago, tout près. Vous attendez les ordres de Trump pour la suite des événements, là. Qui ne sont pas en lien avec le meurtre d'aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est vraiment un pur hasard, mais on s'est quand même rendu dans sa banlieue parce que c'est ici qu'il est né, c'est un enfant de Chicago, en fait, Charlie Kirk. Mais là, oui, c'est ça, nous, on est venu un peu couvrir qu'est-ce qui se passe avant que les agents de ICE viennent ici. Également, Donald Trump a dit qu'il allait également envoyer la garde nationale, mais on a parlé aux gens ici et tout le monde est quand même choqué là par cet assassinat. Hein. C'est vraiment, ça provoque quand même une onde de choc de voir qu'un si jeune homme, pour la plupart des gens, c'était quand même quelqu'un d'assez lettré, qui s'exprimait quand même très bien, qui débattait même avec les gens qui s'opposaient à lui, même si on n'était pas d'accord avec lui. Donc on sent quand même qu'il y a une espèce de tristesse, hein, que les États-Unis vraiment sont en train d'ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire, et plusieurs craignent qu'il soit plutôt sombre. Puis il laisse en deuil sa femme et ses 2 jeunes enfants, un tout petit bébé notamment. Alter Radio. Donald Trump vient d'annoncer que Charlie Kirk allait recevoir la plus haute distinction civile américaine à titre posthume. On rejoint notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, qui était Charlie Kirk ? Parlez-nous de son influence. Alors, pour compléter l'excellent portrait réalisé à l'instant par ma consoeur Maryse Burgot, Charlie Kirk, assassiné hier dans l'Utah, donc, était bien plus qu'un simple activiste conservateur, on l'a compris. À 31 ans, il s'était hissé, disons-le, ces dernières années, au rang de véritable figure absolument incontournable du Trumpisme et de la galaxie MAGA, pour faire simple. Il était également le fondateur de Turning Point USA, une organisation implantée sur des centaines de campus et mobilisait clairement une génération entière, en tout cas la frange conservatrice de cette génération, autour des valeurs du conservatisme chrétien et, disons-le, nationaliste. Il était
proche du président Trump, on l'a compris, et animait l'un des podcasts également, des podcasts politiques les plus écoutés du pays. C'était donc un homme d'influence sur lequel Donald Trump comptait considérablement, notamment pour mobiliser la jeunesse américaine, on l'a compris. Il sillonnait aussi l'Amérique avec sa tournée baptisée America Comeback Tour. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il a été assassiné. Kirk était devenu en quelque sorte l'incarnation d'une droite, disons-le, décomplexée, offensive, et disons-le également volontiers provocatrice. Ça, c'est incontestable. Ses discours contre l'immigration, ses attaques répétées contre les minorités sexuelles et son rejet des politiques progressistes lui valaient globalement l'hostilité, c'est vrai, d'une large partie de la société américaine qui le décrivait comme raciste, homophobe et transphobe, bien au-delà encore de sa dénonciation des caractéristiques qu'il croyait voir dans la communauté afro-américaine. Mais ses soutiens, eux, voyaient en lui, à l'inverse, un défenseur de la liberté d'expression et des valeurs traditionnelles, tout simplement. Une liberté d'expression qu'il maniait avec une incontestable éloquence et surtout grâce à une rhétorique parfaitement huilée. Sa mort brutale a donc une résonance, évidemment, une résonance symbolique ici. Elle frappe une personnalité devenue un symbole du combat culturel mené par le camp Trump, pour reprendre la rhétorique trumpienne, mais évidemment, elle interroge aussi sur l'état de la démocratie américaine. Comment un pays déjà profondément fracturé peut-il absorber le choc de la disparition violente d'une figure aussi polarisante et aussi populaire ? Pour beaucoup, cet assassinat risque de transformer Charlie Kirk en martyr, ça c'est une évidence, et renforcer son héritage au sein d'une droite déjà largement radicalisée. Mathieu, cet assassinat, il a forcément aussi un impact sur le climat politique général aux États-Unis. Oui, effectivement, l'assassinat de Charlie Kirk, on l'a dit, bouleverse déjà la vie politique américaine, et les commentaires n'ont pas cessé depuis ces dernières heures. Il plonge également, c'est vrai, le pays dans une forme d'atmosphère lourde et d'inquiétude, il faut le dire. Le jeune tribun proche de Donald Trump, on l'a dit, était devenu l'un des porte-voix les plus influents de la droite conservatrice. On l'a compris. Sa mort ne se limite donc pas à l'émotion. Elle ouvre clairement une séquence à risque, encore une fois, dans une démocratie déjà largement sous tension. À droite, Donald Trump dénonce évidemment la gauche radicale accusée d'alimenter un climat de haine. C'est sa rhétorique favorite. Les élus républicains parlent de leur côté d'un attentat politique, évidemment, et d'une persécution idéologique également. Là aussi, ce sont des mots qu'on entend régulièrement, notamment des mots qu'on entendait lorsque Donald Trump avait affaire à la justice, par exemple. Côté démocrate, en revanche, la condamnation a aussi été immédiate. Comment faire autrement ? Mais l'inquiétude domine évidemment le camp démocrate. Celle d'une escalade, que ce drame soit instrumentalisé, par exemple, pour justifier une rhétorique, encore une fois, encore plus virulente, voire des représailles. C'est réellement redouté, et plusieurs parlementaires américains ont mis en garde la société américaine contre cette tentation dès les heures qui ont suivi l'annonce de la mort du jeune tribun. En clair, l'assassinat de Kirk relance deux débats explosifs. D'abord, celui de la violence en politique, que Trump s'est déjà approprié, et puis au cœur des inquiétudes depuis l'attaque du Capitole en 2021, par exemple, et la tentative d'assassinat contre lui durant la campagne présidentielle, on s'en souvient également. Ensuite, celui du contrôle des armes, évidemment, qu'une partie du pays veut rouvrir, malgré le refus catégorique du camp républicain d'y voir une quelconque forme de lien. Au-delà, c'est la prochaine campagne électorale qui s'en trouvera très probablement bouleversée, celle des midterms qui approchent. Kirk va devenir un symbole, c'est à peu près établi, un symbole mobilisateur, un martyr, on l'a dit, pour galvaniser la base trumpiste. Mais sa mort risque surtout d'exacerber une polarisation déjà largement extrême, où les mots se transforment en armes, tout simplement. Et cet épisode n'en est qu'une nouvelle démonstration. Cet assassinat ne va évidemment pas apaiser l'Amérique, en tout cas, et menace au contraire, on l'a compris, de durcir encore le climat politique et communautaire. Alter Radio, 106.1 FM. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Alter Radio,
106.1 FM. Pour l'autre idée de la radio. Alter Radio.